merci d'être là pour cette soutenance de thèse, cette présentation sur le sujet qui m'a accompagné toute cette année de MBA MCI. Donc, le sujet en question, c'est l'agilité, l'IA et l'intelligence collective et piliers de l'écosystème numérique de demain. Alors, avant d'entrer un peu plus en détail sur ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une problématique qui a été construite autour de ce sujet, qui est comment l'agilité et l'IA générative peuvent-elles être mises au service de l'intelligence collective dans les organisations. Je reviendrai à peu près là-dessus pour expliquer pourquoi cette problématique. Elle prendra tout son sens par la suite. La présentation de ce sujet, il va être, voilà, donc pourquoi ce sujet, donc je vais y venir. La partie A qui parlera d'agilité et d'IA, la partie B qui partira sur la transformation agile, l'intelligence collective numérique et la résistance au changement. Et enfin, la partie C qui occupe vraiment le cœur de cette thèse, et le triptyque agilité IA, intelligence collective. Et enfin, une partie sur les recommandations, conclusions qu'on verra en fin de slide. Alors pourquoi ce sujet? Alors l'agilité tout d'abord, parce que c'est quelque chose qui me passionne personnellement, qui résonne en moi, qui, depuis mes premières années de professionnel, ont toujours été quelque chose qui était, caché, et à partir du moment où je suis entré dans le digital, parce que je suis en reconversion, ça m'est apparu et des principes et des valeurs ont été inscrites sur des choses que je cherchais dans mon métier et j'ai voulu, le partager, donc dans cette thèse. L'innovation technologique, moi je suis passionné par les nouvelles technologies, j'adore ça. Tester, faire du test and learn sur plein d'outils, et j'ai été bien servi au MBA MCI, donc merci Alexandre pour ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et l'IA forcément est aujourd'hui la technologie disruptive, la nouvelle tendance du moment et elle est plus qu'une nouvelle technologie, c'est un paradigme qui va bouleverser pas que les outils de la collaboration en entreprise, mais aussi le social, l'environnemental, l'éthique, et oui, bien sûr, le futur du travail par la suite. Et l'humain au centre de nos interactions, c'est le cœur de cette thèse, c'est comment est-ce que l'humain peut réagir face à l'agilité, une transformation par exemple, comment il revoit ses processus, comment il incarne des nouveaux rôles, comment il réagit par rapport à une nouvelle technologie qui va venir bouleverser ses compétences, ses acquis et ses certitudes, et comment il se place vis-à-vis de la collaboration humaine qui va peut-être être forcément chamboulée par tout cela. Donc, on parle de quelque chose, de l'humain, et comment, avec l'agilité et l'IA, on peut faire quelque chose de mieux dans les organisations. Je vais commencer par une petite citation d'Antoine Dubois qui m'a dit un jour: «L'humain est une machine complexe et nous ne pouvons pas répondre à cela par des réponses simples». Et je crois que quand il m'a dit cette phrase-là lors d'un de nos échanges de tutorat de thèse, ça m'a marqué profondément et c'est ce qui a conduit ensuite ma thèse au fur et à mesure de cette année. Merci Antoine pour cette première idée qui m'est venue. Partie A, donc l'agilité et l'IA générative. L'agilité, il faut savoir, vous le connaissez sûrement déjà, c'est des ensembles de méthodes et de pratiques qui visent à améliorer la capacité d'une organisation à s'adapter aux changements rapides du marché. Aujourd'hui, les entreprises, le monde dans lequel on vit, et c'est un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, on ne sait pas trop où on va. Du jour au lendemain, des choses viennent perturber le quotidien de nos entreprises. Ça peut être la géopolitique, l'arrivée d'une nouvelle technologie, une nouvelle réglementation au niveau environnemental. Donc tout ça, on a besoin de s'adapter pour grandir et pour aller plus loin et surtout répondre aux besoins des utilisateurs pour lesquels qu'on veut satisfaire, bien sûr. Et l'IA générative, c'est la nouvelle technologie. On peut lui parler en langage naturel et elle nous peut permettre de renouveler notre créativité avec des textes, des images, de la musique, de la vidéo, de façon très naturelle, sans forcément de grandes compétences techniques à la base. Les fondements de l'agilité, l'origine, en 2001, 17 experts des logiciels se sont réunis pour dire, voilà, aujourd'hui j'ai un problème, je n'arrive plus à m'adapter suffisamment correctement aux besoins de mes clients, ça change trop vite, il y a trop d'incertitudes. Comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble pour créer de nouvelles façons de voir les choses? Ça a abouti sur des valeurs qui prônent les individus et les interactions, des logiciels fonctionnels plus que des documentations exhaustives, une collaboration pardon, avec le client plus qu'un contrat vraiment en bonne et due forme fermé, et l'adaptation au changement plus que celui d'un plan pur et dur. Donc ça, c'est les grandes valeurs de l'agilité auxquelles il faut réfléchir, se poser des bonnes questions, parce qu'on voit qu'on met tout de suite l'individu, donc l'humain, au centre du projet et comment on amène à créer de nouveaux produits et de nouveaux projets dans le futur pour amener les entreprises et les équipes à s'adapter à un monde qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, VUCA.
Enfin, l'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la flexibilité et l'adaptabilité des entreprises face au changement du marché, à gérer de la valeur rapidement, donc la valeur, bien sûr, business, comment l'entreprise gagne de l'argent, et de la valeur utilisateur ou client, comment est-ce qu'on apporte quelque chose d'utile et de fonctionnel à un client le plus rapidement possible. L'agilité, c'est fournir un service fonctionnel le plus tôt possible dans le time to market pour générer de la valeur, pour générer du business, pour générer de l'argent et l'améliorer en continu et pas attendre comme les projets classiques qui étaient le cycle en V ou le waterfall, pas attendre un an avec un produit fini, qui est fini certes, peut-être avec des bugs, mais qui est peut-être plus, comment dire, en fonction sur le marché. Dommage de passer à côté d'une innovation si on ne peut pas y penser. Les enjeux de l'agilité, ils sont culturels et humains. Ça fait évoluer forcément les mentalités. On change de comportement, on change les compétences. C'est organisationnel. Demain, on va casser les silos, on va essayer de rendre les organisations plus horizontales pour que les prises de décision soient plus faciles, plus rapides et gagner du temps. Et technique et méthodologique, ben, on utilise des logiciels de collaboration, on crée des outils qui nous permettent de maximiser la performance et tout ça, c'est fait partie de l'agilité. Euh, et là, Grégory Chazalon, qui est aussi expert coach agile chez CA comme Romain, m'a dit un jour, demande à Kodak ce qu'il fallait faire et demande à Nokia ce qui était intéressant de faire euh, de l'agile. Et parce qu'ils n'ont pas vu les smartphones arriver, oui, en effet, ces deux entreprises n'ont pas cru suffisamment au potentiel du smartphone. Ils se sont fait vite dépasser par des acteurs qui sont aujourd'hui des géants mondiaux comme Apple ou Google et qui l'ont envolé en fait leur place de leader sur ce marché-là, alors qu'à la base, il n'y avait pas suffisamment cru. Ils n'ont pas eu le temps de s'adapter, ou en tout cas, ils l'ont pas fait assez vite. La performance, l'innovation, l'agilité, c'est pas que des méthodes, c'est pas que des approches, c'est aussi des éléments tangibles comme des KPI, des OKR pour générer de la prédictibilité et de la vélocité, par exemple pour les sprints. Le but, c'est de suivre et de gérer comment les projets évoluent et de s'adapter au plus tôt sur un projet. Si on voit qu'on commence à dépasser le budget ou le délai ou parce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, il faut qu'on soit capable de dire, ah là, stop, on réfléchit, on oriente, on est agile, on est flexible, on est adaptable et on peut aller plus loin. Les OKR, ça va nous servir surtout comme pour, les missions des entreprises ou les ambitions, c'est des grandes lignes directrices pour aligner différentes équipes. Les approches agiles, il y en a trois principales que j'évoque dans ma thèse, le Scrum, le Kanban et le Safe. Pourquoi ces trois-là? Parce que c'est les plus connus, tout simplement. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Scrum, c'est plutôt pour gérer des produits complexes, avec un cadre de travail très bien défini. Le Kanban, c'est plus pour la gestion de travail en continu, pour améliorer la productivité en évitant, en gagnant, en cherchant le plus tôt possible à éliminer les gaspillages de temps, d'humain, de ressources financières. Et Safe, c'est comment est-ce qu'on fait pour aligner différentes équipes qui soient en Scrum ou en Kanban, par exemple, sur une même ligne de produit, sur une même chaîne de valeur, pour construire quelque chose de complexe et sur le long terme, généralement plus pour les grandes organisations. Donc ces trois modèles-là, quand vous les utilisez, ça ne veut pas dire que vous faites de l'agile. L'agile, avant tout, et surtout c'est ça qu'il faut prendre en compte, et ça que je mets en avant dans ma thèse, c'est que les approches et les méthodes, c'est avant tout pour traiter l'agilité, mais c'est un état d'esprit, c'est un mindset. C'est comment on pense différemment et comment on change de comportement vis-à-vis du monde d'aujourd'hui. L'agilité, c'est fait terminer. Maintenant, on passe donc à l'IA générative. Définition, fonctionnement, application. Il y a plusieurs slides qui vont suivre. On va les passer rapidement. Le contexte, on voit que l'IA générative, l'IA en tout cas, elle est assez, entre guillemets, vieille, entre guillemets, même si 1956, c'est pas très loin. Et qu'il y a eu plusieurs évolutions qui nous ont amené à l'IA générative en 2021 et surtout en 2022 quand ChatGPT est sorti. On voit que d'après cette étude de LinkedIn, de décembre 2022, pour rappel, ChatGPT, c'est novembre 2022 la sortie, à septembre 2023, il y a eu beaucoup de discussions autour de cela sur le réseau professionnel LinkedIn, et surtout qui concernait les millennials dans la niveau des générations, qui eux ont connu la bulle Internet comme moi et comme vous. Donc ça occupe beaucoup, beaucoup de place.
ChatGPT, c'est l'iPhone du moment, nous dit Jensen Huang, qui est le PDG de NVIDIA. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est surtout le graphique. On voit que Facebook, mondialement connu, a mis 10 mois pour atteindre le 1 million d'utilisateurs, alors que ça a permis qu'à 5 jours pour ChatGPT. Pourquoi c'est intéressant? On voit que l'engouement du public et du grand public a été très fort dans l'adoption des nouvelles technologies d'IA, notamment génératives. Là, c'est un petit graphique de Gartner qui nous montre que la hype de l'IA est forte. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en haut de la courbe, on est dans la hype, on est encore en plein potentiel. Ce n'est pas terminé. Il y en a plein qui disaient que c'était l'année dernière, ça a terminé, mais non, on est encore dessus en 2024. Et on le sera sûrement en 2025 parce que les usages continuent à augmenter. L'IA générative, c'est un tsunami d'applications. Texte, des images, de l'audio, vidéo, coding, tout le monde s'en sert, tout le monde crée des applications, et on voit bien que ce n'est pas qu'une technologie qui est réservée qu'à un domaine au niveau digital, ça va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup d'acteurs qui s'en servent, notamment, on voit des acteurs comme OpenAI qui sont arrivés du jour au lendemain sur la place du marché, on voit Amazon qui s'en sert, Google, bien sûr, Midjourney, Meta, etc. Tout le monde y va. Et bien sûr, l'IA soulève des risques, des limites concernant l'utilisation, parce que c'est une technologie qui est ambivalente. Elle séduit, mais elle fait peur à la fois. Donc, c'est vraiment un sujet très important à prendre en compte. C'est un impact de masse. Et si on voit quelques chiffres qui sont tirés de cette étude, et on voit bien que ça va générer beaucoup d'argent dans les années à venir, et que le temps de travail actuel, il sera 50% en moins par rapport à aujourd'hui. Et que l'IA aura automatisé 50% du travail en 2040, ce qui est énorme. Donc, ça menace forcément un peu le monde du travail et comment on va repenser les compétences et le travail de demain. J'ai fait un SWOT de l'IA dans ma thèse, qui est important à entendre et à voir. Parce que forcément, l'IA, c'est, comme je vous disais, c'est ambivalent. Il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a des opportunités, il y a des menaces. Et le but, c'est de se saisir de ces sujets pour comprendre où on va et comment on veut l'utiliser. L'IA, c'est un outil au service de l'humain et pas l'inverse. Il faut faire attention à ça et il faut surtout commencer à s'acculturer, à prendre conscience de son potentiel pour éviter en fait de se faire enfermer et de louper le virage comme Kodak ou Nokia. Partie B, agilité, intelligence collective et la résistance au changement également. La transformation agile, c'est quelque chose qui est complexe parce qu'on doit toujours faire un diagnostic au préalable sur savoir quels sont les impacts, planifier la feuille de route, comment on va y aller, l'implémenter les nouvelles solutions, les nouveaux rôles, les nouveaux process, et les ancrer dans la culture ensuite. On ne laisse pas une équipe toute seule comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des coachs ou des ambassadeurs qui viennent aider l'équipe à se lancer, à s'ancrer dans les nouvelles pratiques, et ensuite à maturer cette équipe-là, ou cette équipe ou ces processus, pour la suite. Donc c'est quelque chose qui est très personnel, comme dit Romain Gillot, merci à toi. Et donc chacun peut y aller de façon différente. Il y en a qui vont aller tout de suite et d'autres qui vont résister parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils se sentent menacés sur leurs compétences. Ça touche donc forcément la résistance au changement. Tout de suite, la peur dans l'inconnu nous fait freiner des cas de fer. Donc il faut cultiver la sécurité psychologique pour que chacun puisse s'exprimer sur ses peurs et ses craintes. Le manque de communication, c'est également une des choses importantes. Il faut pouvoir voir, il faut pouvoir entendre, il faut pouvoir dire les choses pour que suffisamment en amont, pendant et en aval, pour pouvoir accompagner l'ensemble des collaborateurs. Et ce sont aussi forcément des facteurs identitaires et culturels parce qu'on touche à l'individu. Johan Lemny dit que, oui, forcément, quand un changement nous arrive, on résiste parce que généralement, il nous est imposé. Il existe heureusement des personnes qui sont faites pour ça, des change managers qui vont aider en fait l'accompagnement et les stratégies et le top management et l'opérationnel à mieux évoluer ensemble pour aller plus loin. Et forcément, la stratégie de changement, par exemple ADCAR, commencera toujours par une sensibilisation, une implication des collaborateurs, une formation des compétences s'il y a besoin nécessaire pour les nouvelles pratiques et un soutien sur le long terme après l'ancrage des solutions pour garder cette chose et faire en sorte que les anciennes pratiques ne reviennent pas au galop une fois qu'on est lancé sur le chemin sans petite roue. L'approche systémique, pourquoi j'en parle rapidement? Parce qu'en fait, c'est une vision globale. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, alors toi, tu vas être impacté que par ça. Non, c'est plus possible. L'approche systémique, elle pense qu'on évolue dans un système, qu'on a des interactions avec ce système, des points d'influence,
une façon d'agir dessus et qu'il faut favoriser l'adaptabilité et la flexibilité pour pouvoir gérer en fait tous ces changements. Donc l'approche systémique, c'est intéressant, ça colle à l'humain et on s'intéresse vraiment à tous les impacts que ça va avoir, pas seulement pour l'individu, mais aussi pour l'équipe, pour son quotidien. Le distanciel, on va en parler. Pendant la Covid-19, les entreprises se sont forcées de passer au distanciel parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On a été tous confinés. Et donc, ça a développé en masse le télétravail et ça pose des problématiques sur la communication, la collaboration, l'équilibre vie pro, vie perso. Heureusement, on a des outils de collaboration qui se sont développés aujourd'hui, comme de communication, comme des messageries instantanées. On utilise aujourd'hui Teams pour ça, même s'il n'est pas parfait, pour plein de choses. C'est intéressant, on peut communiquer, on peut parler, échanger, présenter des informations, envoyer des pièces jointes. La gestion de projet, Asana, Monday, Jira, pour créer de façon collaborative des places où on peut facilement échanger sur des projets et suivre au quotidien quelque chose. On n'a plus 36 000 outils, on n'en a qu'un seul qui gère tout. Et enfin, les outils collaboratifs comme Miro ou Klaxoon qui permettent de faire créer du travail collaboratif, d'échanger et faire de la créativité et de la dynamique d'équipe. Donc, on a des outils pour nous permettre de garder en fait le côté on n'est plus en face à face, on veut les garder. C'est important de comprendre qu'il y a une hyperconnexion, c'est comment on crée des pauses numériques, comment on prend conscience que c'est important, comment on prend conscience que on doit gérer nos notifications pour ne pas être perturbé et avoir un stimuli trop fort en termes de, comment dire, d'interruption pour être concentré et bien sûr des plages de concentration comme je viens de le dire, comment on s'aménage des moments où on peut travailler en profondeur. Il y a plein de techniques, j'en parle également dans ma thèse, et qu'il faut en prendre conscience, il faut que ça devienne une habitude, une routine pour notre travail. Et ça sert bien sûr les outils collaboratifs à maintenir le lien social, créer des pauses virtuelles avec ses collègues, faire des activités d'équipe comme des icebreakers pour créer une dynamique à l'extérieur. Et comment on fait pour communiquer régulièrement avec son manager, pour faire un état des lieux, un point, ou avec son binôme de travail, pour maintenir des échanges fréquents et variés. Parce que la pause café, où on a ces échanges informels qui sont parfois salvateurs pour gérer des problématiques projets ou personnels, il faut pouvoir la recréer en distanciel. L'intelligence collective numérique, on vient d'en parler, c'est comment on partage les connaissances, comment on co-crée des choses à distance et comment on prend des décisions collectives ensemble de façon pérenne dans une sécurité psychologique qui est du coup digitalisée. Pourquoi on parle des ressources humaines? Parce que forcément aujourd'hui la gestion des talents, c'est eux qui s'en occupent pour l'instant. Le recrutement, va pouvoir être augmenté par l'IA et ça va pouvoir aider à trier des candidatures, à pouvoir développer de nouvelles compétences, créer de nouveaux parcours de formation et les RH ont vraiment un pôle à jouer, sur cela et j'en parle également un petit peu dans ma thèse. J'ai assisté également à une conférence sur, l'IA et le travail, augmenté, par les ressources humaines qui était très intéressant et leurs problématiques sont vraiment là de comment ils vont faire pour demain, s'adapter, au nouveau monde qui nous attend avec la gestion des talents, forcément dopés à l'IA. Dernière partie, qui arrive, l'agilité, l'IA et l'intelligence collective, un nouvel écosystème. Oui, ce sera forcément un nouveau paradigme du travail. Les impacts seront sociétaux, culturels et humains forcément accrus. L'équipe agile augmentée, hein, va être boostée par une IA qui va les aider à travailler mieux demain et à être encore plus flexible, encore plus agile. Et l'organisation augmentée IA et compétences humaines, c'est de nouvelles combinaisons, c'est des synergies de compétences entre les hard skills, les soft skills et moi j'appelle ça l'intelligence compétentielle, comment on met en forte, je suis fort sur une IA, je suis fort sur la rédaction, je mets ça ensemble et comment je fais quelque chose de mieux avec l'IA pour aller plus vite, donc faire moins avec mieux, faire moins avec moins, faire plus avec moins. Intéressant ces chiffres, je ne vais pas vous noyer, là-dedans, mais il faut savoir que 60 du travail aujourd'hui vont être impactés par l'IA et que 30 donc au moins 10 vont disparaître demain. Les traducteurs, comment dire? Au Parlement européen vont sûrement peut-être disparaître parce que, traduire une langue, c'est facile maintenant. 44 aujourd'hui de l'utilisation d'IA est clandestine. Incroyable. L'efficience est 25 plus fort sur des tâches, pour des consultants, par exemple, et 40 de qualité en supérieur. On a un usage qui est généralisé dans les entreprises à 28 On a une défiance, c'est-à-dire que même si on dit: «Vous n'avez pas le droit d'utiliser», on l'utilise quand même. Pourquoi? Parce que ça
fournit de la productivité aux salariés et sont 58% plus engagés à l'utiliser. Donc, il faut se saisir de cet outil. Donc, l'agilité et l'IA, c'est un mix gagnant. C'est l'automatisation des tâches répétitives, on gagne du temps, ça nous permet de faire de l'innovation. L'IA, c'est anticiper des tendances, comment on fait pour voir les signaux faibles plus facilement en analysant des datas. Et l'IA casse les silos parce que ça transforme les processus d'interaction entre les différentes équipes et dans une entreprise. Donc, c'est un nouveau contrat social qui va arriver demain. Donc, par exemple, de nombreux cas d'usage sont possibles pour l'agilité. J'en vais prendre que quelques-uns. L'allocation intelligente des ressources. Je sais que chez Telsa et SpaceX, beaucoup de projets sont gérés par l'IA. Vous avez la possibilité dans votre équipe d'alléger de 1 gramme la fusée. Bah, l'IA va vous débloquer un budget tout de suite pour vos ressources, pour votre recherche, pour gérer ça, parce que ça apporte un intérêt business, une valeur business pour l'entreprise tout de suite. Et enfin, l'utilisation d'outils augmentés pour la gestion et l'implémentation du code. Oui, les développeurs vont l'utiliser pour avoir des codes plus robustes, plus faciles à débugger, à tester. Et ça permettra du coup, avec l'intelligence du développeur, de se dire, OK, le code a été construit comme ça, mais j'ai besoin d'ajouter cette brique applicative, celle-ci, parce que ça correspond à mon sujet, à mon expertise. Et l'humain aura donc besoin de son expertise, de son intelligence d'expert pour créer quelque chose de mieux avec l'IA. On ne prend pas ce que donne l'IA en bloc, on converse avec elle, on l'affine pour trouver le besoin qui correspond à notre cas d'usage. Très important ce mot. L'équipe agile augmentée, demain c'est assisté par l'IA, on vient de le voir, c'est l'analyse de données pour pouvoir prédire et l'utiliser de façon intelligente. C'est une collaboration améliorée parce que forcément, comme on aura une équipe réduite, on aura moins d'interactions, donc moins de complexité humaine, et on pourra prendre des décisions plus rapides. Et l'IA sera un soutien, une partenaire que tout le monde pourra utiliser. Il y aura forcément un leadership agile plus augmenté, qui lui aussi va se servir de ces outils pour prendre de meilleures décisions, pour faire plus de prévisions et d'analyses, et de gérer une équipe de façon plus humaine. Comme il a plus de temps, il peut gérer plus opérationnel son équipe et accompagner l'humain dans la montée en compétences pour qu'elle soit demain meilleure. La dépendance à la technologie, c'est un frein, c'est un risque parce que, peut-être que la perte de compétences techniques va freiner l'innovation parce que, si on ne sait plus, faire une division à la main, peut-être qu'on ne comprendra pas comment le fait une calculatrice. Je prends un exemple simple qui nous a tous touchés à l'école. C'est trouver un équilibre entre l'utilisation de l'IA et les compétences et le mix qu'on veut en faire. Donc, c'est de la pensée critique, comment on fait preuve de sens critique vis-à-vis des résultats de l'IA, et l'éthique. On a besoin de réfléchir à comment on utilise l'IA pour le faire de façon responsable. Un nouvel écosystème va naître, donc avec des opportunités opérationnelles, de gain de temps, automatisation des tâches répétitives. Comment est-ce qu'on va faire une collaboration homme-machine intéressante pour avoir un atout précieux pour générer de la valeur rapidement, business, utilisateur, client, et de l'innovation en continu, comme ça va très vite, il faut qu'on se forme en permanence et de façon à rester toujours à la page. Donc cette thèse, elle, au niveau de la recommandation, la voici, c'est comment on va devoir s'acculturer, se former et faire preuve de pédagogie pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, des personnes aujourd'hui et des entreprises sur ce sujet. Comment on fait des test and learn, il faut tester les solutions, sinon on ne peut pas savoir si ça fonctionne. Ça, c'est un grand principe de l'agilité. La collaboration, comment on met en symbiose toutes ces données-là de façon simple afin de démultiplier les possibles et la créativité humaine. Et bien sûr, il faut réfléchir de façon éthique et responsable. Je m'attarde un petit peu sur l'image qui est sur votre droite. Ici, j'ai créé en fait un schéma qui nous permet de dire, voilà, je veux atteindre l'écosystème numérique de demain, le 4.0. Comment j'y parviens, sachant que je veux faire de la compétence IA, je veux faire de l'intelligence collective, je veux faire du leadership agile. Il y a des points d'étape. Comment je m'acculture, comment je mets en place les formations, à quel moment et pourquoi et dans quel ordre, afin de développer un nouvel écosystème qui sera mature demain, qui pourrait être adapté, adaptable, flexible dans les contraintes du marché d'aujourd'hui, comme je vous le disais, qui était VUCA. Donc la synthèse, c'est presque fini. La synthèse, c'est des synergies entre l'agilité, l'IA et l'intelligence collective qui vont former un trio puissant pour les organisations de façon à être toujours flexible et adaptable. C'est l'adaptabilité, bien sûr, c'est embrasser un changement pour rester compétitif, c'est ça qu'on veut faire, et résilient. Comment je fais face à un changement, qu'il soit technologique ou géopolitique, ou etc. L'humain au centre, parce que c'est le moteur et c'est un catalyseur pour les transformations digitales et numériques. Et l'intelligence comportementale, c'est comment est-ce que je mets les compétences humaines au service de la collaboration humain-machine.
Ça génère forcément des perspectives d'avenir dont je parle dans ma thèse. À court terme, à moyen terme et à long terme, on peut voir que forcément, il faut commencer par de l'acculturation, de la formation, du déploiement et à long terme, redéfinir les rôles et les responsabilités de chacun. L'équipe de demain, c'est une équipe augmentée par l'IA, c'est une équipe qui fait preuve d'éthique et de responsabilité dans son utilisation. C'est des compétences qui sont forcément évolutives. On va devoir apprendre et réapprendre à nouveau, et notamment comment on va marier les hard skills qui sont maîtrisés par l'IA facilement et les soft skills qui sont propres à nous aujourd'hui humains. Quoique ça commence à vraiment évoluer fortement et l'IA peut être générale et est à nos portes. Et la flexibilité et l'adaptabilité, c'est comment est-ce qu'avec de nouveaux rôles et de nouvelles compétences, on gagne en agilité sur la façon dont on adresse des sujets de demain. La notion de compétence, c'est la plus importante partie de cette thèse qui est vraiment intéressante et à prendre en tête, à prendre en main. C'est comment est-ce que je vais faire face à la mutation des compétences, les hard skills générées par l'IA. C'est un défi futur pour nos générations. L'importance des compétences IA vont devenir tellement importantes que ça va appuyer sur le recrutement des nouveaux talents et comment est-ce qu'on va les retenir aussi, des nouveaux diplômés aujourd'hui, sinon pas ces technologies d'IA en entreprise, et peut-être qu'ils vont tout simplement même pas venir. Ça serait vraiment dommage de perdre ces talents, ces IA talents demain. Et enfin, les compétences transversales, comment est-ce qu'on va mettre en phase les compétences intelligence collective, les compétences soft skills et hard skills pour continuer à avoir cette capacité à apprendre et à réapprendre, comme pour la formation du MBA que je viens de faire, qui m'a permis en fait de me mettre à jour sur plein d'idées, de développer mes possibles. Et demain, je sortirai en tant que professionnel beaucoup plus aguerri sur un marché du travail en totale incertitude. Je m'attarderai juste sur ce que dit Jean-Philippe Desbioles sur quel est votre unique, et si vous n'avez pas la réponse, vous êtes mal barré. Donc, comment on fait pour aujourd'hui dire, face à l'IA, face aux différents profils sur le marché, qui je suis et qu'est-ce que j'apporte? C'est la dernière slide que vous voyez à ce moment-là. Je vous la partage parce que c'est une question projective pour un avenir moins incertain. C'est une question que j'ai posée à tous les professionnels que j'ai interrogés pour ma thèse. J'en ai interrogé en tout 12. Et ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce qu'ils imaginaient demain un monde où l'IA serait partout, qu'on aurait recours vraiment comme pour Internet aujourd'hui, donc c'est facile, c'est dans les mœurs. Et à leur avis, comment est-ce qu'ils imagineraient ce travail du futur augmenté? Et ça a vraiment guidé la réflexion sur cette thèse. Et ça m'a permis vraiment de monter ce sujet en puissance. Et je les en remercie. Et c'est vraiment très intéressant. Donc un jour, je les partagerai, c'est prévu pour la suite. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour ce monologue incroyable, et j'espère que vous aurez plein de questions à me poser, ça sera avec grand plaisir.